Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ce soir sur le plateau de We Are Sales, média dédié à l'excellence des équipes commerciales. Ce soir, nous allons travailler ensemble un sujet palpitant puisqu'il est moteur de la raison pour laquelle nous sommes devenus tous sales, qui est comment maîtriser ces techniques de closing. Et pour ce faire, on a retenu effectivement 4 entreprises dont leur offre de produits et services ont un impact direct justement sur notre capacité à closer. Et je cite Mojo, Aircall, YouSign et celle-ci. Très heureux de vous recevoir parmi nous. Avant d'attaquer le vif du sujet justement du closing, je vous invite à vous présenter rapidement entreprise, nom, prénom et surtout nous décrire rapidement l'offre de produits sur lequel vous travaillez. Allez Tom, avec plaisir, je commence. Allez. Ok, ça marche. Écoutez, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici avec vous et de participer à ce débat. Moi, je m'appelle Tom Le Cogen. Je fais partie de l'équipe fondatrice de Mojo que j'ai rejoint en tant que premier sales. Concrètement, Mojo, on accompagne plus de 200 entreprises à travers toute l'Europe et on aide leurs équipes qui font du facing client, donc les sales, les CSM, les account managers, à être plus performants en venant analyser leurs interactions téléphoniques. Je pense notamment à Aircall et aussi vidéoconférence. Et voilà, moi aujourd'hui, j'accompagne les équipes en charge d'ouvrir les pays européens pour Mojo. Formidable. Bastien. Bonjour à tous, ravi d'être là. Bastien Sampsio, compte exécutif chez Aircall depuis maintenant 3 ans. Aircall, c'est quoi finalement? C'est une solution de téléphonie connectée aux outils business qui va permettre d'une part d'optimiser les performances des équipes en interne et surtout aussi d'améliorer la relation client. Top, Fanny. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Fanny. Je travaille chez YouSign en tant que Sales Enablement Manager depuis maintenant 7 mois. Et YouSign, c'est les leaders européens en signature électronique qui va vous accompagner pour mieux prendre les contrôles du cycle des ventes et accélérer les choses jusqu'à la signature de contrat. Top, formidable. Bastien. Benoît, Excuse-moi. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Benoît Béton, je suis Head of New Business chez Celle-ci. Alors, je suis en charge de la partie acquisition, donc une équipe qui est composée de SDR, de BDR et d'account exécutif. Et Celle-ci, c'est un logiciel SaaS, une plateforme CRM collaborative. Et notre mission au quotidien, c'est d'accompagner du coup nos clients autour de 3 étapes clés qui sont développer leur activité commerciale, donc en vendant plus, en vendant mieux, se faire payer, donc c'est aussi facilement et rapidement, et enfin simplifier leur gestion administrative. Formidable. Et je vais me présenter aussi, votre animateur du jour pour We Are Sales. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de Dreamcatcher Sales, agence de recrutement, formation et conseil dédiée à l'agilité et à la performance commerciale de nos clients dans la tech et dans le digital. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une question qui peut paraître évidente, voire même innocente, mais pas si facile que ça, puisque ça a suscité pas mal de nos débats lors de la préparation du talk. C'est d'abord, le closing, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement une étape dans le cycle de vente? Et si c'est effectivement une étape dans le cycle de vente, quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle finit? Fanny, j'aimerais te laisser commencer sur ce sujet parce qu'en tant que Sales Enabler, effectivement, chez YouSign, j'aimerais savoir un peu ce que vous leur dites aux sales lorsque vous les onboardez sur cette phase de closing. Pour moi, le closing, ça fait partie d'une dernière phase dans les deals. Et effectivement, les closings, c'est plutôt une formalité quand on a bien fait notre travail en amont. Et du coup, ça arrive jusqu'à la fin quand on a la validation de notre prospect en face et on peut dire on y va pour signature, pour paiement, etc. Donc Okay. ça devrait arriver rapidement si on a bien fait les boulots avant. Ok, donc une étape bien structurée, complètement naturelle, effectivement une formalité, phase après proposition commerciale, phase de négociation, on a répondu à toutes les objections, on close quoi, normal. On close. Tom, t'en penses quoi? Je crois que tu avais un point de vue pas forcément similaire à celui de Fanny. Ouais, moi déjà, si on prend la définition un peu du Larousse, c'est l'aboutissement du cycle de vente. Moi, ce qui résonne en moi quand je pense au closing, c'est déjà c'est la raison pour laquelle je me lève le matin en sales, c'est pour closer, et c'est aussi l'aboutissement finalement du travail de toute l'équipe qui est derrière nous. C'est nous qui venons mettre le panier, mais en réalité, il y a le produit derrière, la tech, le market, ça toutes les équipes derrière qu'on arrive à closer. Et après, moi,
je pense que c'est beaucoup plus qu'une formalité aujourd'hui de closer, parce qu'on va peut-être en parler plus amplement, mais on peut avoir les besoins qui matchent bien, on répond, on a une valeur, on a coché toutes les cases, et pourtant on peut réussir à ne pas closer quand même. Donc pour moi, c'est beaucoup plus qu'une formalité et c'est tout un art. Ok. Benoît, toi dans ton équipe, rappelons-le, donc tu es directeur New Business, donc quand on board effectivement des juniors dans ton équipe, au fur et à mesure que le pipe se remplit, ils vont te poser la question de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour closer ou proposer la signature du deal. Qu'est-ce que tu leur réponds et à partir de quel moment tu considères que le deal est closé? Est-ce que c'est quand tu as le go client, le devis signé? Est-ce que c'est quand tu as l'implémentation du produit, le règlement? C'est quoi pour vous, effectivement, cette notion de closing chez celle-ci? Alors chez celle-ci, en fait, on a un process de vente, un pipeline dans notre CRM qui est clairement défini avec différentes étapes. Et le closing, c'est la dernière étape et c'est le paiement. C'est vraiment ça. Donc évidemment, c'est l'étape qui est la plus chargée en émotions pour le sales, mais c'est vraiment, alors c'est pas une formalité tout à fait, mais ça reste quand même, si toutes les étapes ont été respectées en amont, eh bien évidemment le closing est réussi. Ok. Mais oui, ce que je vais dire en fait à un sales junior qui arrive, c'est surtout de respecter les différentes étapes. Chaque étape du pipeline en fait a une définition très claire. Donc il va y avoir des étapes de besoins validés, de négociation. Et ensuite, la négociation, c'est au moment où du coup, on se met d'accord sur le prix, la solution est validée. Alors du coup, l'étape suivante, c'est vraiment le closing, c'est récupérer le paiement et aussi avoir la date, etc. de début d'abonnement. Ok, donc en fait, tu dis à tes équipes, une fois que vous avez bien validé tous les différents points du contrat, finalement, là, à ce moment-là, on propose la signature, on propose l'activation du paiement, et une fois qu'il a payé, là, on est bon, c'est considéré comme du closing. Exactement, c'est vraiment plutôt, je dirais même un peu plus en amont, où on a d'abord tous les besoins qui sont validés. Est-ce qu'on répond techniquement aussi à tous les enjeux du prospect? Et vraiment, le closing, pour nous, c'est le paiement. Okay. Et c'est finalement le moment où le sales valide ses commissions aussi. Parce que s'il y a paiement, on paye également les commissions derrière. Déjà, ce que j'entends, c'est qu'on différencie bien la phase de négociation et la phase de closing, qui ne doit surtout pas être mélangée. Sinon, ça peut rendre un peu confusant le cycle de vente. Bastien, j'aimerais bien avoir ton point de vue de top performer. Parce que quand on a eu Aircall, effectivement, pour travailler ce sujet, on leur a dit envoyez-nous un top performer en account exécutif. Ça fait 3 ans, si ma mémoire est bonne, que tu es là-bas. Et j'aimerais savoir si tu actives un mode closing quand tu as passé l'étape de négociation. Je m'explique là, j'ai regardé récemment une série sur Netflix qui s'appelle Formula One, et quand ils sont en mode course, tu les entends au micro, et tu as le type au micro qui lui dit mets-toi en mode défense ou mets-toi en mode attaque. Et il dit push, 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 pour ceux qui... Voilà. Est-ce que toi c'est pareil, tu as fini ta négo, tu changes de mode, tu switches de mode, pour justement closer le deal, et quelle technique tu vas utiliser et qu'est-ce qui va changer chez toi? Alors, c'est une bonne image pour le coup, la Formule 1. La réponse est oui et non en fait. Non, pourquoi? Parce que ça ne remet pas en question toutes les étapes qui ont précédé finalement cette étape de closing. On a validé certaines choses, certes, mais ça arrive comme une suite logique, un petit peu comme le disait Fanny, dans le cycle de vente et dans le process qu'on a souhaité mener avec notre prospect. Par contre, oui, pourquoi? Parce qu'on change de langage, on ne parle plus de projet, on ne parle plus de validation technique. On casse un petit peu les codes de tout le langage qu'on a eu depuis le début du projet et on va plutôt parler contractualisation, déploiement, accompagnement, suivi. Donc la réponse est oui et non, mais oui, il y a effectivement quand même bien un mode closing parce que le langage change, parce qu'on a besoin aussi de concrétiser tout ce qu'on a mené, toutes les actions qu'on a pu mener depuis le début du projet, comme le disait Tom aussi. Et donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Ok, donc on va travailler effectivement sur le champ lexical tout en gardant la continuité de la relation commerciale. Mais quand j'entends un peu le champ lexical que tu as utilisé, on est beaucoup plus sur des questions fermées, quoi. La contractualisation, est-ce qu'on va contractualiser ou pas? Ou on reste plutôt encore sur des questions ouvertes comme sur la négociation? On est davantage sur un format de questions fermées, je pense. Les questions ouvertes seront intervenues plutôt sur les premières étapes du cycle de vente. Là, l'idée, c'est qu'on a validé point par point, on a réussi finalement à amener le prospect à finalement la solution qu'on souhaitait lui apporter. Et donc là, sur les dernières étapes finalement de closing,
on est plutôt sur des éléments qui vont nous permettre après de préparer l'étape d'implémentation future. Ok. Et justement, est-ce que lorsque vous êtes dans la phase de négociation, là je m'adresse à vous quatre, vous repérez des signaux forts ou faibles qu'il faut prendre en compte chez le prospect pour se dire finalement ça ne sert à rien de négocier pour négocier, on peut passer directement au closing? Est-ce que ça vous parle pour Alain de vous quatre? Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même des éléments, un fort intérêt qui est exprimé de l'autre côté, qu'il faut saisir. Et du coup, ça nous permet de raccourcir énormément les cycles des ventes. Et voilà, il faut aussi se positionner avoir un mood un peu plus smart et identifier ces green flags qu'il nous donne pour dire, bon, on va arrêter d'aller mieux comprendre tout ce qui se passe parce qu'on a déjà compris, ils sont chauds et du coup, comment ça se concrétise. Et il y a des fois que que la force de nos produits fait que ça peut se faire bien plus vite. Okay. Clairement, excusez-moi, vas-y. Mais vraiment, il y a des signes forts et typiquement, avec celle-ci, on propose le tracking de documents. C'est-à-dire qu'on envoie un devis avec un lien public. Ce lien public, en fait, on sait qui consulte et à quel moment, combien de temps. Là, c'est le moment idéal pour un sales de rappeler parce qu'on sait que le prospect il est devant la proposition commerciale. Et donc ça, forcément, c'est un signe très très chaud pour closer. Surtout quand on est en phase de négociation et qu'on s'est déjà mis plus ou moins d'accord sur le tarif. Okay. Donc effectivement, il y a quand même des sacrés marqueurs forts. Le champ lexical, la posture, l'intérêt du client. Et ce que j'entends aussi, c'est aussi accepter de sortir un peu du cadre, de la routine du cycle de vente qui nous est appris au Sales Enabler. Parce que même Sales Enabler dit, si vous repérez ces marqueurs-là, en gros, allez-y, quoi. Tentez le coup. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologie à appliquer dans la vente et saisir les profils qu'on a en face de nous. Et quand on a la chance de se retrouver personnellement ou en visio, de dire ces signaux, comment ils prêtent attention, s'ils sont vraiment focus dans la discussion et comment ils valident les choses. Et même des fois, comme ils ouvrent les yeux face à une démo, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser échapper en fait. Ce sont des subtilités qu'il faut utiliser pour peut-être accélérer jusqu'à l'étape de closing. Okay. Ouais, moi, j'aurais envie de rajouter un truc. Pardon, non, je t'en prie, vas-y. Je pense qu'en nous, les sales, on a un intérêt qui est confirmé. Moi, maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est demander, par exemple, au head of sales avec qui je discute, Benoît, finalement, quelle case il faudrait qu'on coche aujourd'hui pour travailler ensemble demain? Et là, en général, si la personne est réellement motivée, finalement, elle va nous faire un peu la roadmap de ce qu'il nous reste à faire pour y arriver. Mais donc, en fait, on va co-construire le projet ensemble. Et là, d'un coup, si la personne ne se livre pas, en fait, on n'est pas du tout dans une phase de closing, finalement. Ça veut dire qu'en fait, on n'y est pas du tout. Par contre, si elle te donne les 2-3 éléments encore à cocher pour y arriver, là, tu as 99% de chance d'y arriver. En tout cas, tu sais comment faire. Et là, pour moi, c'est le moment où tu peux y aller à fond. Mais avant, je pense qu'il faut vraiment aussi être déterminé et vraiment comprendre quel est le processus, processus de décision chez le prospect. Si on n'a pas ça, du coup, on parle à un interlocuteur qui n'est peut-être pas décisionnaire. Et donc là, évidemment, on n'est pas du tout dans la phase de closing, on est plutôt dans la phase d'éducation. J'éduque mon prospect et derrière, si je ne parle pas à un décideur, je ne peux pas closer. Ouais, c'est sûr. Nous, ce qu'on fait d'ailleurs chez Mojo, c'est pas une question facile, mais je te rejoins tout à fait. À la fin de la discovery ou au moins à la démo, en tout cas, c'est le dernier moment pour le faire, on pose la question un peu de but en blanc. Est-ce que si on avance, c'est toi qui décides et au moins, on est fixé, quoi. Mais ça nous est tous arrivé, les sales chez Mojo, de se dire « Ok, là, je le sens bien, c'est un deal chaud. » Et au final, non, on est avec un champion qui n'a pas réellement un pouvoir décisionnaire. Et en général, on est un peu déçu à la fin du cycle de vente où on se disait « J'ai l'intérêt confirmé, ça répond bien à son besoin, il voit la valeur. » Mais finalement, il ne peut pas décider. Donc, je ne sais pas avec lui que je vais closer, quoi. Je rejoins un peu ce qui s'est dit. Il y a tout un travail en amont à faire de mapping un petit peu des interlocuteurs impliqués dans le projet. On va avoir des champions, on va avoir des key users, on va avoir des decision makers, on va avoir aussi des personnes qui vont avoir le budget. L'idée, c'est effectivement de faire tout ce travail en amont pour bien mapper ces interlocuteurs. Et puis après, au fur et à mesure du cycle de vente, et jusqu'au closing y compris, l'idée va être d'aller chercher le oui chez chacun des interlocuteurs et des parties prenantes impliquées. Parce que tout le monde ne va pas parler le même langage. Donc il va falloir aussi se mettre dans la peau un petit peu tous ces interlocuteurs-là et pouvoir les impliquer sur les différents aspects qui vont constituer le projet.
Extrêmement intéressant que vous en parliez, parce que c'était ma question aussi qui me venait, c'est quels sont les gens à mettre autour de la table sur cette partie effectivement du closing, puisqu'on sait que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Lorsque tu vas faire ton premier call à froid, tu vas susciter l'intérêt. Lorsque tu vas présenter ton entreprise, d'autres personnes là encore pour la découverte des besoins, encore d'autres personnes souvent dans la phase de négociation. Donc justement dans cette phase de closing, réellement de qui vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'avoir à la fois votre champion, le décisionnaire, celui qui a le pouvoir de signature, celui qui a le budget, uniquement celui qui a le budget? C'est quoi votre point de vue justement à ce niveau-là, de manière très rapide, si on fait un tour de table sur chacune de vos boîtes? Bah, si vous voulez, moi je peux vous raconter comment j'ai closé YouSign. Allez, vas-y. C'était Très bon du coup avec leur VP Sales, Romain, qui était décisionnaire. Et pour autant, ce n'est pas lui qui a signé le contrat, c'était votre CEO, Luc, si je me souviens bien. Donc en gros, j'ai rencontré plein de champions, j'ai rencontré le décisionnaire qui m'a dit oui. Et après, il a fallu quand même s'assurer que le signataire était bien au courant de nos échanges. Donc là, nous, on a plein de petits tricks avec Mojo, mais notamment quand on a un peu une fin de démo qui se passe bien, on aime bien contacter directement le signataire juste pour lui dire « Hey, coucou, je suis là ». Et d'ailleurs, si tu veux, en 5 minutes que je t'explique ce qu'on fait et comment on aide nos autres clients, avec grand plaisir. Et si tu n'as pas le temps, je peux rester avec tes interlocuteurs, c'est très bien aussi. Mais au moins, on s'assure qu'en fait, tout le monde est au courant du projet, parce que des fois, on peut être déçu en fait, de se rendre compte que l'info a mal circulé et que c'est beaucoup moins chaud que ce que nous, on pressentait. Bastien, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ce que dit Tom. Ouais, je rejoins pas mal d'éléments qu'il a dit. Effectivement, on va avoir besoin du champion qui va avoir une influence, qui va être un peu le porte-parole en interne aussi, et pour lequel la décision va être influencée par ses dires aussi. On va avoir effectivement besoin d'avoir la personne qui a le budget, si c'est une personne qui est différente du signataire ou decision maker final. Donc, toutes ces personnes-là, on va avoir la nécessité de les avoir dans les derniers échanges pour être sûr qu'on n'a pas un interlocuteur qu'on a oublié à la fin, ce qui pourrait ralentir finalement la phase de closing. On essaie de se mettre à l'abri un petit peu d'une mauvaise surprise, en quelque sorte, et se dire qu'on a bien tous les gens dont on a besoin d'avoir pour la signature, pour avancer également aussi sur la phase d'implémentation, et de se dire on a bien un discours unique qui est répandu dans l'organisation du prospect pour faciliter un petit peu cette étape-là. Ok, top. Pour ça, je pense qu'il est vraiment important de réunir tout le monde en fait, autour d'une table. Ce n'est pas les avoir individuellement, mais vraiment de les réunir tout le monde, parce que du coup, les objections qui ressortent sur cette phase de closing, finalement, la dernière phase ou fin de phase de négociation, au moins on lève toutes les objections et il n'y a pas d'aller-retour supplémentaire. Oui, clairement. Et surtout, prendre en compte aussi les échanges précédents qu'on a eus avec eux, parce qu'ils peuvent avoir des objections assez concrètes. Nous, par exemple, chez YouSign, on est confrontés souvent à la partie légale. Et donc, effectivement, c'est une partie qu'il faut convaincre également et qu'il faut rassurer. Et des fois, on peut se retrouver autour de la table avec ces genres de rôles qui vont avoir une partie très forte dans la décision. Ok, top. Je retiens 2 choses importantes et qu'on a tendance à oublier, c'est pour ça que je les relève. D'abord, la première chose, il faut avoir une phrase, un markup qui permet de vérifier que le prospect est mûr pour rentrer dans la phase de closing. Un peu comme la question effectivement que tu as citée, et que ça doit rentrer effectivement dans le pitch de vente, dans l'écriture du scénario de vente par le Head of Sales, par effectivement le Sales Enabler. Et la deuxième chose, c'est identifier le signataire pour qui on l'ait déjà repéré en phase amont du closing et éviter de perdre du temps. On en reparlera avec des outils notamment comme YouSign. Question du live, justement, alors toi tu nous l'as déjà cité, c'est top. Quelles sont vos phrases préférées pour déclencher le closing? En gros, ou de manière différente aussi pour savoir si le prospect est mûr pour passer à l'étape du closing. Est-ce que Benoît, tu as quelque chose qui te vient à l'esprit? Nous, c'est souvent pour créer, en fait, pour le closing, il faut créer de l'urgence. Et donc, finalement, il y a du closing alternatif. Ça va être, du coup, on close le 25 ou le 26? Déjà, c'est une question fermée. Et finalement, on propose juste une alternative, le 25 ou le 26, mais la finalité, c'est le closing. Ensuite, pour créer aussi de l'urgence, ce que l'on fait, c'est que, et ce qui est vrai, c'est qu'on a nos consultants, parce qu'on vend un CRM, mais derrière aussi, on accompagne nos clients sur l'implémentation de ce CRM. Et donc, du coup, on les forme à l'utilisation. Et pour ça, on le forme au setup et à l'utilisation. Et pour ça, du coup, on leur dit, dès le milieu du mois, en disant, voilà, là, vous avez besoin d'être prêt
pour le 1er juin. C'est maintenant qu'il faut se décider parce que nos équipes, en fait, elles sont déjà en train de remplir leur planning. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se décider. Ok. Donc ça crée de l'urgence et du coup, ça facilite le closing. Très rapidement, est-ce que vous avez d'autres phrases qui vous viennent en tête justement pour déclencher le closing chez le prospect ou cette phase de closing? Je rejoins Benoît sur pas mal d'éléments. Nous, on va même des fois même au-delà, c'est qu'on vient d'abord fixer même la date d'implémentation, le lancement de l'implémentation officielle avec notre prospect, pour dire à telle date, on peut lancer effectivement le kick-off call, finalement, pour se dire on lance la phase d'implémentation, ce qui va finalement derrière réduire un petit peu le temps de signature qu'on peut proposer après à notre prospect. Exactement. Après chaque étape du cycle de vente, toujours prévoir une deadline pour l'équipe suivante, ça fait partie de l'éducation de son client. On en reparlera aussi avec des outils comme celle-ci. Moi, j'aurais peut-être un petit truc à rajouter, Pierre-Michel. Alors parce petit, que- mon ami. un mini truc. C'est en gros, nous, Mojo, on a un outil qui est totalement nouveau et toutes les boîtes faisaient très bien sans nous avant. Et du coup, ce qu'on devait déclencher au début, c'est un peu une sensation d'urgence et pour prioriser l'achat de Mojo. Et donc, ce que je posais à la fin de ma discovery, c'est dans un monde idéal où, Pierre-Michel, ce que je te présente la semaine prochaine, match avec tes besoins et on s'entend sur le pricing, quand est-ce qu'on se lancerait? Et là, en général, tu as une réponse assez intéressante de on pourrait se lancer demain ou on pourrait se lancer dans 6 mois, mais au moins, il s'engage sur une date avant même finalement d'avoir vu Mojo. Donc, bien sûr, elle va pouvoir changer. Mais au moins, il y a déjà un début de commitment et d'engagement. Et ça rejoint un peu ce que tu disais toi aussi, de les projeter finalement sur une date de départ, même si Mais c'est dans dès un monde le- totalement fictif. Même dès le début de la démonstration, en fait, Ouais. finalement, on les projette déjà sur C'est ça, ouais. voilà, ce qui va se passer aujourd'hui. C'est le but et plan de la visite. C'est voilà, je vais vous démontrer, je vais vous présenter l'outil et à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, déjà, on a la première. On prépare le prospect sur déjà une prise de décision. Alors, pas forcément pour prendre directement, mais au moins se positionner sur oui ou non, ça m'intéresse. Ouais, totalement. Ouais. Je rejoins vraiment à ce point-là qui est hyper intéressant de se dire on peut le prévoir en amont, parmi le premier rendez-vous un petit peu découverte, on apprend à comprendre comment fonctionne un peu notre prospect, quels sont ses engagements, ses enjeux. Et une question toute bête, mais c'est se dire vous avez besoin d'être prêt pour quand en fait finalement. Et comme tu l'as très bien dit Tom, c'est se dire on a déjà eu une période au moins, si ce n'est pas une date précise, mais au moins peut-être une semaine ou un mois, où on se dit on va essayer de respecter cette timeline-là qui a été finalement accordée et validée avec le client. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de construire aussi toute la timeline du projet, les différentes étapes qu'on va venir paramétrer au sein du cycle de vente. Ok. Je vais prendre pour l'instant une dernière question effectivement du live parce que je la trouve intéressante. Bon, on a beaucoup de sales qui sont dessus, vous l'imaginez. Ça va vous parler. Je vais te la poser à toi, Bastien. Comment gérer le cas quand notre interlocuteur principal souhaite centraliser les échanges et être le point de contact unique, vs pouvoir avoir tout le monde autour de la table? Toi aussi, Tom, parce que ça doit vous arriver effectivement au quotidien, quoi. Non, c'est moi effectivement qui serai votre point de contact. Comment vous le vivez et comment vous réagissez à ça? Et après, j'aimerais avoir vos conseils un peu de sales enabler et de direction. Qu'est-ce que vous dites à vos équipes? C'est une très bonne question. Effectivement, on y fait face assez régulièrement. Rien n'empêche au début du projet d'être avec finalement ce champion qui a la volonté de mener le projet de A à Z jusqu'à la fin du cycle de vente et jusqu'au closing. L'idée, ça va être de lui faire comprendre aussi petit à petit au fur et à mesure des échanges, des rendez-vous, des étapes qu'on va avoir planifiées sur le projet, qu'au bout d'un moment, on va avoir besoin d'autres ressources finalement, qu'on va avoir besoin de ressources peut-être métiers pour faire une phase de test de la solution, qu'on va avoir besoin des ressources financières pour valider peut-être le projet, et finalement de faire en sorte que si on veut que le projet soit une réussite, on est obligé finalement d'impliquer un maximum de parties prenantes qui vont être concernées par le projet sur lequel on est en train de travailler, parce que tout simplement, on va avoir besoin également de leur validation, et si on ne le fait pas assez rapidement, on risque à un moment donné de coincer un petit peu sur la bonne conduite du cycle de vente. Ok. Tu es d'accord avec ça? Tu veux rajouter Ouais, je suis quelque complètement d'accord. En fait, j'aurais d'abord posé la question de qui est l'interlocuteur principal. Si c'est le décisionnaire, en soi, ça me va très bien de parler avec lui ou avec elle jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que si ça l'est pas, je rejoins totalement Bastien. Je vais essayer d'impliquer d'autres personnes. Et si ça marche pas, le dernier recours qui est pas le meilleur, c'est de bypass. Donc c'est pas le meilleur. On voit le concret, au final, il faut faire ses objectifs. Il y a des Et là, options. c'est Non, mais il y a des options. Il y a des C'est le options, dernier hein. recours. Concrètement, il n'est pas agréable Ok. et c'est pas le plus respectueux, mais de temps en temps, c'est ce qu'il faut. Mais il y a des alternatives, c'est oui. lui proposer, ne serait-ce que, si vous voulez, on présente ensemble à votre direction le projet, c'est de la co-présentation finalement, et donc comme ça, Arrêtez finalement, de il vendre, reste- te transformer en partenaire, quoi. Exactement. Ouais, Ok. tout à fait. Moi, je dis toujours qu'il faut faire attention à comment on parle au champion parce qu'on a construit des relations de confiance depuis le départ
et c'est pour nous les porte-parole de notre business à l'intérieur de leur entreprise. Donc, il faut faire attention comment on s'adresse à lui sans forcément lui enlever de la valeur. Donc, à ce moment-là, je dirais plutôt, dites-moi comment je peux vous aider Exactement, pour bien aboutir ces projets en interne. Et surtout, si on arrive à identifier un intérêt personnel de cette personne-là pour implémenter cette solution, ce sera tout bénéfique parce qu'on peut lui rappeler au fur et à mesure des échanges et lui dire pour vraiment que vous arrivez à avoir vos objectifs, je suis là pour vous aider, on va implémenter cette solution, comment je peux vous aider, quels éléments je peux vous apporter pour que vous ayez des discussions en interne nécessaires pour qu'on commence à travailler ensemble. Sur un deal important, tu disais, Bastien, aussi parfois la difficulté de regrouper, en fait, d'amener de nouvelles personnes, type directeur marketing, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sollicite sur des gros potentiels, on sollicite aussi nos ressources en interne. C'est-à-dire que notre directeur marketing, on est expérimenté, très expérimenté sur l'inbound. Dans ces cas-là, on met de la mise en relation. Si vous voulez, on peut échanger avec notre directeur marketing et mettre de pair à pair aussi, ce qui fait qu'on arrive à regrouper aussi du monde autour de la table. C'est un bon levier. Ça, on n'y pense pas assez souvent, mais aussi impliquer nos ressources en interne pour attendre finalement un effet un peu miroir de leur côté et de se dire on a réussi à le faire simplement par une invitation parce qu'on l'a mentionné dans un mail. C'est aussi un bon levier d'impliquer d'autres interlocuteurs pour répondre finalement à la question initiale qui était posée. Okay. Alors, une autre question, je voulais plus en prendre, mais on la vit tellement tous les jours. Quand effectivement un prospect vous dit, à la fin de la période de closing, alors que vous avez passé du temps avec lui en démo à phase de négo, écoutez, envoyez-moi votre proposition par email. Là, j'ai pas les agendas du décisionnaire, je reviens vers vous. Alors, la pire des choses, envoyez-moi votre propal par email, tout ce qu'on n'aime pas. C'est quoi vos tips? Très rapidement, un tips par personne. Allez, on va commencer par toi, Benoît. Moi, j'ai le tips, revenez vers moi par email. Quoi qu'il arrive, je vais envoyer l'email, oui, mais je vais le relancer avec de l'appel, c'est obligatoire. Donc tu lui dis directement, je t'envoie l'email, mais je te relancerai dans tous les cas. C'est mon travail. D'accord. Et en plus, je mettrai une tâche dans mon CRM parce que du coup, je respecte mes process et c'est mon métier, je suis sales. Donc du coup, oui, mon métier, c'est de te relancer. Ok, Fanny. Moi, j'insisterai sur l'effet de se rencontrer parce que je peux vous mettre quelque chose sur les papiers, mais on veut vraiment travailler avec vous. Donc, je veux qu'on arrive à trouver un accord entre les deux parties et pour cela, il faut qu'on échange. Donc, j'aimerais bien qu'on se retrouve autour de la table. Ça ne fait que 5 minutes, 10 minutes. Ce ne sera pas très long, mais au moins qu'on puisse avoir aussi vos avis par rapport au projet que je vous présente et comment on peut trouver un terrain d'entente. Ok, top. Moi, j'essaierai à tout prix effectivement de fixer une date, quelle qu'elle soit dans l'agenda effectivement de mon interlocuteur. C'est-à-dire, on pose un point, effectivement, même si on se rend compte qu'il n'y a pas de disponibilité à ce moment-là, on la changera, mais au moins elle est dans l'agenda. Et il y aura un mini-engagement qui sera quand même posé avec le prospect pour se dire, on se reparle à cette période, même si ce n'est pas à cet instant T. Top. Ouais, après les 3 conseils, je ne vais pas réinventer la roue, mais concrètement, pareil, je voudrais faire un call. Et moi, j'ai de la chance et je pense que Bastien aussi, nous on discute principalement avec des Head of Sales ou des VP Sales. Donc eux comprennent bien ça. Ok. Bon, la réponse est claire, ne pas se laisser faire, ne pas accepter que le client vous dise envoyez-moi un mail et je reviens vers vous. Non, vous devez éduquer le client, vous devez reprendre en main la relation commerciale et vous devez aussi, parce que pour l'instant vous n'êtes pas payé, imposer vos règles du jeu parce que pour l'instant vous travaillez à la résolution de problèmes de votre prospect. Donc ne lâchez pas l'affaire et forcez-le à avoir un call to action, que ça soit visio, tel ou physique, mais effectivement essayez de sortir du mail. J'aimerais qu'on discute un peu ensemble des erreurs les plus courantes, soit que vous avez vécues ou soit effectivement sur lesquelles vous formez vos équipes et qui peuvent soit ralentir le closing ou complètement faire péter le cycle de vente et donc brûler la cartouche, on appelle ça comme on veut, faire de la casse selon le langage de vos boîtes. Est-ce que vous avez des petits souvenirs, des petits exemples ou justement des choses qui reviennent et qu'il faut absolument corriger? Oui, il y a quelque chose qui pour moi est assez récurrente dans ces métiers, c'est la perte des contrôles. Et c'est assez large comme concept, parce qu'on parle du contrôle sans forcément dire les noms depuis un moment. Mais c'est clair que si à un moment on laisse, comme on disait dans les cas précédents, que les prospects soient lui qui guide notre process des ventes, c'est là où on ne peut pas garder la main sur les choses. Et par perte de contrôle, il y a quelque chose qui arrive souvent aussi entre les commerciaux, surtout
pour ceux qui sont un peu plus juniors, qui ont moins d'expérience, c'est qu'on a du mal à se positionner d'égal à égal avec notre interlocuteur. Et on pense justement qu'on peut leur embêter ou qu'on est là pour leur prendre du temps sans vraiment leur donner des bénéfices derrière. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on n'est pas ici uniquement pour vendre et faire nos chiffres. On est ici pour apporter une solution totalement adaptée aux besoins et aux problèmes qu'on a en face. Et du coup, c'est donnant-donnant. Ils nous payent, mais on leur donne quand même une valeur qui vaut bien plus que l'argent qu'ils sont en train de nous payer. Sinon, il n'y aurait pas de business. Et du coup, il faut garder en tête que cette personne-là, elle a des intérêts, mais nous aussi. Et on peut se parler d'égal à égal, malgré le fait que moi, je sois Donc le problème de ici. posture, toi, c'est quelque chose de récurrent sur lequel doivent travailler les sales? Oui, parce qu'on on a souvent ces regards un peu négatifs envers nous, comme commerciaux, et il faut garder en tête qu'on est vraiment là pour apporter de la valeur. Ok. Tu penses à quelque chose, Benoît? Non, pour moi, les erreurs que l'on retrouve souvent dans le closing, c'est trop attendre et trop argumenter. Non, mais c'est vrai, sur la phase de closing, on veut reciter tous les bénéfices, mais en fait, ça, c'est la phase d'avant. Encore une fois, c'est la phase de négo où on a préparé, etc. Là, la phase de closing, c'est je vais sortir l'argument clé pour la personne qui décide. C'est juste un argument clé. Et on définit une date et on prend la CB pour paiement. C'est vraiment ça l'objectif. Et trop argumenter, Exactement. finalement, on perd en légitimité. Ça rend confus le cycle de vente. On a déjà passé cette étape de négociation. On est dans l'étape go, no go et plus dans Exactement. l'argumentation. Très clair. Ça te rappelle des souvenirs? Est-ce que tu te souviens de conneries que tu as faites et tu dis ah putain, ça c'est de ma faute, j'aurais pu le closer, j'aurais pas dû dire ça ou... On en a tous, je J'ai pourrais vous pas, raconter pas une d'exemple anecdote. précis en tête, mais des choses où on peut vite perdre le contrôle. Je rejoins un petit peu ce que disait Fanny. On a tendance, quand on arrive à ce stade de closing, de perdre un peu le fil sur toute la méthode projet qu'on a construite avant et à plus forcément venir planifier la next step, planifier le prochain rendez-vous. Et c'est là le piège un peu. Et c'est là où on s'expose justement à des réactions, comme on a vu, de se dire envoyez-moi la proposition par mail, on n'a pas le temps de la présenter. Donc c'est important aussi sur cette étape-là du cycle de vente de poursuivre la méthode qu'on a inculquée finalement tout au long du projet pour se dire à tout moment, j'ai bien mes interlocuteurs qui sont en face de moi, j'ai mon plan projet qui est cadré et je serai en mesure de pouvoir les amener là où en fait j'ai envie de les amener, c'est-à-dire finalement la contractualisation et puis après la phase de déploiement. Un petit souvenir d'un deal cassé par une erreur que tu as pu faire ou sur une erreur qu'a faite ton équipe? Ouais, non, on fait tous des erreurs et j'en ai faites. Et moi, je pense que la plus courante chez nous, c'est qu'on a identifié maintenant, donc on essaie d'y pallier. C'est on ne s'est pas forcément rendu compte, mais on parlait à un champion, donc ok, on va pas réussir à closer un champion. Et deux, l'erreur qu'on a identifiée nous, c'est ce qu'on appelle le manque d'intensité. Donc en gros, c'est t'attends ton prochain Zoom, ton prochain Teams, planifié à 15h le vendredi. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est des calls non planifiés. On va juste appeler Benoît, le décisionnaire de celle-ci, à 15h20 sans qu'il nous ait demandé quoi que ce soit, juste pour continuer à prendre la température. Et c'est des appels qui peuvent durer 2-3 minutes en mode bah non mais t'inquiète Tom, tout est bon, on se rappelle lundi comme on avait convenu, nous on a fait le point en interne, on est toujours chaud, mais c'est des petits éléments qui permettent de prendre la température et de s'assurer qu'il n'y a aucun signal faible. Donc continuer à mettre de l'intensité et jamais se dire que c'est gagné. Ok, très clair. Moi, si je peux me permettre, j'ajouterais quelque chose, parce que quand on parle des contrôles, on n'est pas là pour dire on impose notre process. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que de faire dire la personne qu'on a en face qu'ils veulent vraiment avancer avec nous. Si on trouve la bonne question, la bonne formulation pour leur faire dire eux, avec leurs propres mots, ils se sont déjà commit, donc au final, les boulots, il est quasiment fait. C'est pour ça que je disais que les closings, c'est une formalité. Mais en gros, même si on garde les contrôles, il faut garder en tête qu'on ne peut pas avancer dans les étapes si on n'a pas eu une validation de leur côté. Et ce n'est pas avec un oui ou un non que je trouve ça fort. Si on arrive à leur faire dire « Ah oui, carrément, on peut avancer ensemble parce que vous cochez toutes les cases », voilà, on est bon, on est totalement bon. Ok. Et si je peux juste peut-être rajouter un Bien dernier sûr, élément. bien sûr. C'est, en gros, nous, on s'est rendu compte On chez pourrait en Mojo. parler des heures, donc ça va être très difficile de se limiter. On s'est rendu compte chez Mojo qu'en fait, les meilleurs sales, c'est ceux qui ont le plus d'interactions avec leurs prospects et qui closent le plus. C'est très dur de closer chez celle-ci, chez Aircall, chez Mojo, chez Usain, je pense en un call ou deux. Et donc, en fait, il faut multiplier les interactions. Ça augmente tes chances de closing de manière drastique. On l'a analysé aussi chez celle-ci.
notamment sur le nombre d'appels, sur les fréquences d'appels aussi. Et finalement, plus on se rapproche du closing, plus du coup, ces fréquences d'appels sont importantes. Et on est sur des appels intervalles à 3 jours, 2 jours. Et sur la dernière journée, bien souvent, plusieurs appels avec des échanges d'emails sur les dernières formalités pour closer et récupérer le paiement. Très intéressant. Effectivement, c'est parfois contre-intuitif. Les sales se donnent beaucoup sur les premières étapes du cycle de vente qui demandent beaucoup d'énergie et ils se disent à partir du moment où ma propale commerciale est nickel et j'ai commencé à répondre aux objections, finalement, j'ai déjà transformé la relation d'un commercial vendeur en client acheteur. Donc, je lui laisse la main. S'il est intéressé par le produit, on ne va pas lui forcer la main, il va acheter. Et au final, on se rend compte que concrètement, non, toujours garder du rythme, de l'intensité. Au contraire, push, push, push. Il faut être de plus en plus vite pour arriver à cette signature. La concurrence est toujours présente. Donc, il suffit d'une soirée, un pot avec des amis. Ah oui, toi, tu travailles avec qui? Ah ok, d'accord, hein, c'est bien. Et etc. Si tu veux, je te mets en relation et on peut perdre le deal bêtement comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut garder de l'intensité sur le closing. Et, plus on close rapidement, plus le deal est sécurisé, évidemment. J'aimerais prendre le sujet aussi à l'envers. On a vu un peu quels pouvaient être les éléments qui sont à risque pour ralentir le cycle de vente, voire même le stopper. À l'inverse, est-ce que vous avez des best practices, des tips pour améliorer justement son closing et là, j'aimerais aussi parce qu'on vous a réunis justement aussi pour cette question, et en quoi les outils peuvent nous aider. Typiquement, par exemple, en quoi un outil comme Aircall de solutions téléphoniques VoIP peut aider justement à bien maîtriser son cycle de closing. Par la proximité finalement que va apporter un peu le canal de la voix. On va avoir un échange beaucoup plus proche, on va pouvoir déceler des émotions finalement au travers de la voix. Et c'est ce qui va différencier un petit peu les émotions d'un échange de mail, tout simplement. Donc clairement, Aircall, c'est là-dessus qu'on va apporter de la valeur ajoutée. D'une part, c'est vraiment cette proximité qu'on va avoir avec nos prospects, nos clients. Et puis d'autre part, avec d'autres fonctionnalités, effectivement aussi, comme de la réécoute d'appel, bêtement. Et c'est aussi que Mojo complète très bien la solution Aircall. C'est aussi analyser finalement un peu sa prestation, identifier les points forts de notre call, les points faibles, et mener une action, essayer de mener une action sur les prochaines étapes, les prochaines interactions qu'on va pouvoir avoir avec ces personnes-là. Top. En quoi, par exemple, un outil de signature électronique comme YouSign peut nous aider à améliorer le closing? Effectivement, YouSign peut aider à plusieurs aspects. Les premières, on parlait avant qu'il faut mettre tous les interlocuteurs autour de la table. Notre process de signature chez YouSign nous permet de prendre en compte des personnes qui doivent regarder les contrats, approuver les contrats, les signateurs aussi, et ils sont tous réunis autour d'un même processus de signature-approbation. Donc au final, ça nous permet de garder les contrôles, mais aussi de savoir où il est les documents à chaque moment. Si on doit relancer un des signateurs qui prend un peu plus de temps, déjà on sait s'il a ouvert l'invitation de signature, on sait s'il a parcouru les documents. Si ce n'est pas encore le cas, on peut utiliser Aircall pour l'appeler et lui dire « Écoutez, je sais que vous avez déjà regardé les documents. Est-ce qu'on pourrait avancer parce que comme ça, on peut mettre en place les projets à telle date comme on avait dit ». Et ça, c'est la plaie, on l'a tous déjà vécu, effectivement. On a fait tout le cycle de vente, etc. On a le go du client, on a envoyé le contrat au client et on le relance 20 fois d'affilée. Est-ce que tu as bien reçu le contrat? Est-ce que tu as bien eu le retour du service juridique, etc. etc. Et là, il n'y a rien de pire pour un sales. Voilà, hein. On a tous vécu la même chose. CRM, j'ai envie de dire, alors là, je te laisse, mais c'est quand même aussi la pierre angulaire effectivement des sales. On utilise une solution de VoIP, on utilise la signature électronique YouSign, évidemment ça accélère beaucoup parce qu'on n'est plus à imprimer le papier, etc. Enfin, bref, et on a le tracking de documents comme j'expliquais tout à l'heure. Évidemment, le CRM, on processise aussi, c'est vraiment un process de tout le cycle de vente qui est structuré. Ça me permet de structurer tout le cycle de vente. Et évidemment, si chacune des étapes est bien respectée, on arrive à un closing qui est assez fluide. Et après, on revient sur l'historisation des échanges, la connexion avec Mojo,
du coup, qui permet… On a la sales spike là, essentielle. Exactement. Mais non, pour nous, c'est très, très important, aussi bien aussi sur la formation en interne. C'est que le sales, en fait, il va écouter le call du SDR en amont. Ce qui fait, comme tu disais, sur l'appel, en fait, on a les intonations, on a tout ce qui est caractère humain plutôt que l'écrit où c'est vraiment trop formel et l'interprétation peut être vraiment très large. Là, pour le coup, réécouter ces calls précédents, c'est vraiment une grosse force. Et on l'a après aussi bien sur de la formation. Les sales, ils raccrochent sur un call supposé de closing qui n'a pas été un closing finalement. Avec Mojo, on tag les collègues en disant « Est-ce que tu peux m'aider là est-ce que vous pouvez m'aider vraiment sur ce closing, j'ai l'impression que je me suis complètement planté. Comment je peux rattraper ça ?» Et là, du coup, c'est vraiment toute l'équipe qui aide et c'est de la formation finalement. Je suis même plus envie de te poser la question, là, ça y est. Je pense qu'on va te je suis convaincu par tous ces outils, moi. Je t'envoie le Lydia comme convenu, il n'y a pas de souci, je mettrai ça en fiche de paie. Non mais pourquoi ça fait du sens? On voit effectivement la connexion, et c'est aussi comme ça qu'on a raisonné lorsqu'on a préparé sur Stock. On s'est posé la question, quels peuvent être les outils essentiels qui vont accélérer et bien cadrer effectivement le closing? La première, il faut un CRM. Celle-ci, Cocorico quand même. Il faut quand même un CRM. Le CRM va structurer le cycle de vente, va former les équipes à respecter un process et à éduquer son client pour éviter d'avoir des allers-retours et va permettre d'avoir de la visibilité, d'avoir de la data. Ce cycle de vente, il va être travaillé par le tel. S'il vous plaît, arrêtez de penser que vos clients vont acheter des offres de produits et services en recevant un email. À chaque fois qu'on fait des interventions à des fonds d'investissement, donc il y a des CEO et des directeurs co, on leur demande qui a acheté une offre de produits ou services à plus de 100 € en recevant un email. Personne lève la main. Ne pensez pas que votre produit va faire l'effet inverse. Il faut soit les rencontrer, soit leur passer un coup de fil pour créer un lien intuitif personnel. Il faut avoir une solution de call qui soit fiable et qui crée de la data. Il faut ensuite derrière former les équipes. Un outil comme Mojo est un outil puissant de former les équipes et les former non pas seulement sur du hard skills, du textuel, mais aussi sur du sonore, sur tout ce qui est parfois impalpable. Et après, il faut rendre le process de paiement et de signature fluide parce que l'expérience client vient jusqu'à la signature du contrat comme la signature de facturation. Les sites internet de e-commerce ont bien compris, tu payes facilement en un clic bouton. Il faut que ça soit la même chose effectivement en B2B. Là, on a ça, on est déjà suffisamment structuré pour être déjà bien costaud sur son marché. Donc félicitations à vous quatre. Voilà. Est-ce que vous voyez aussi d'autres best practices, d'autres sujets, d'autres techniques, d'autres postures qui sont intéressantes justement pour améliorer ces techniques de closing? Moi, je dis toujours aux commerciaux que quand on fait un questionnement, on se met en mode découverte, pas uniquement sur la phase de découverte, mais aussi tout au long de la relation commerciale avec un prospect. Il faut toujours être alerte et savoir saisir toutes les infos qui peuvent être importantes pour aboutir ou pas cette relation commerciale. Mais du coup, il y a plusieurs façons de demander. Il n'y a pas que des questions ouvertes, que des questions fermées. Il y a aussi les récaps de tout ce qu'on s'est dit. Et à la fin, quand on va récapituler tous les besoins, tous les problèmes et comment ces problèmes-là, ils impactent les quotidiens de l'entreprise en question, c'est à ce moment-là qu'on va déjà valider s'il n'y a pas d'autres aspects qu'on n'a pas pris en compte et aussi l'effet qu'avec toutes les solutions qu'on a proposées, on répond parfaitement et on va trouver des solutions pour ces problèmes. Si on récapitule et on laisse la parole à la personne en face, c'est là où on a un début de closing qui peut être très évident. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire? Ok, très clair. Question du live. Benoît, je vais te la poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une certaine personnalité pour vendre de façon performante ou cela s'apprend même pour les personnes qui se pensent mauvaises naturellement? Quand tu recrutes dans ton équipe, et que les types te disent « mais moi je suis bien pour la découverte des besoins et la négociation, mais j'ose pas demander aux clients de passer à la caisse ». Est-ce que tu y crois, tu y crois pas? Est-ce que c'est une question de personnalité? Est-ce que c'est une question de formation? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a une question de personnalité, après il y a une question aussi d'ouverture d'esprit. Je pense que nous, notre cible, vraiment, on a un outil qui est designé pour les TPE et les PME. Donc évidemment, quand on a des profils qui ont une expérience entrepreneuriale,
par le passé, forcément, il sera plus percutant en fait dans sa réflexion. Et tout l'intérêt, le but premier, c'est surtout que le prospect se sente compris dès le début. Donc si on utilise la même sémantique, si on a vraiment la même logique business, du coup, on le met tout de suite en confiance. Et il n'y a pas besoin derrière de rattraper en fait. On va avoir, et évidemment, il faut aussi ce petit côté incisif que l'on met dans le closing, ce côté un petit peu peut-être parfois agressif à la fin, un petit peu incisif, agressif, parce qu'on reste un sales et finalement on est drivé aussi par la performance et par l'argent. Très clair. De mon côté, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que forcément, en tant que sales enabler, je vais dire, on peut former n'importe quel commerciaux pour devenir meilleur. Et effectivement, il y a un composant qui est lié à la personnalité, mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne et je pense que c'est beaucoup, très souvent lié à un manque d'assurance. Et on n'ose pas être aussi punchy, on n'ose pas aller un peu plus loin, mais comme tout dans la vie, ça peut s'entraîner, ça peut s'améliorer. Et effectivement, je vais toujours défendre la formation et les coachings pour tout ça. Donc, les juniors sont toujours bienvenus et on va leur faire devenir meilleurs. Mais si on doit choisir entre plusieurs juniors, ça dépend parce que oui. On fera venir un talent acquisition spécialiste sales la prochaine fois. Ça peut dépendre parce qu'on peut avoir la volonté de dire on veut vraiment leur former à faire les choses à notre façon, avec notre sens. Donc au final, il y a tout un intérêt des fois de prendre des gens très juniors et de la même façon qu'on a tout un intérêt de prendre des gens très expérimentés. Oui, comme des gens qui seront trop formatés et finalement peut-être trop capés dans certains cas, ce sera et j'ai confronté trop loin des process. Au quotidien, c'est plus simple d'apprendre quelque chose de nouvel à quelqu'un qui vient d'arriver ou que c'est sa première expérience, qui est de faire changer un mindset qui a toujours été comme ça et qui a fonctionné, mais maintenant on veut faire différemment. Ok. Question pour vous, Tom et Bastien. Au quotidien, quand vous avez un refus de propal, ça doit vous arriver très exceptionnellement parce que vous êtes tous les deux des top performeurs. Néanmoins, quand ça vous arrive, est-ce que vous devez, pour vous, insister ? Refus de propal, moi j'accepte pas, je force, tu vas accepter mon coco, hein, on a négocié ensemble, on a passé cette étape, donc ça doit être un go. Est-ce que tu laisses tomber ? Est-ce que tu refais une découverte des besoins ? Est-ce que tu as une solution de repli, un plan B pour essayer de rattraper le coup ? Ou est-ce que tu dis finalement ce deal est inclosable, autant que je mette mon énergie sur un client qui a plus de chances de closer ? Allez Tom. Ça t'est déjà arrivé toi ? Pas me connaître. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait en cas de no-go ? Déjà, moi, la première question que je me pose, c'est qui me dit le no-go ? Est-ce que c'est un champion ou un décisionnaire ? On en revient un peu toujours au même basique, mais c'est important. Et ouais, donc partons du principe que c'est un décisionnaire, j'essaie de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait marche en arrière, et si c'est un no-go définitif ou pas. Et il y a des fois, il faut savoir lâcher l'affaire pour mieux revenir plus tard. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a des closings qui ne seront pas pour aujourd'hui, mais qui seront pour dans 2-3 mois. Il faut accepter ça pour ne pas détruire toute la relation qu'on a pu construire et pouvoir revenir de manière saine plus tard. Mais en tout cas, essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et si c'est juste une histoire de prix, de date de lancement, etc., je suis sûr qu'on peut trouver un moyen d'entente. Mais donc, comprendre la raison et comprendre qui vous dit non aussi. Pour moi, ce seraient les deux éléments les plus importants. Et le prix, finalement, c'est même plutôt une bonne question. Ouais, si parce c'est que qu'une du coup, histoire de c'est prix. engagé. Voilà. On est trop cher par rapport à qui, pourquoi. Et finalement, pour des solutions héroïstes comme les nôtres, c'est pas une réelle objection. Ouais, non. Concrètement, personnellement, j'ai jamais perdu un deal à cause du prix. On peut toujours trouver des solutions et des leviers pour trouver un terrain d'entente. Alors, pour toi, Bastien, j'aimerais mixer cette question, elle aura peut-être un peu plus complexe ou pas, avec une question que j'ai reçue. C'est justement quand tu as un no-go d'un client, avec comme argument que finalement, un de tes concurrents a fait une proposition plus agressive, sans préciser pourquoi. Surtout que tu es sur le secteur des télécoms, donc un marché qui est extrêmement concurrentiel, dont le rôle du commercial, son attitude du personnel est extrêmement important. Qu'est-ce que tu fais ? Et quels seront tes recos pour ta future équipe à manager ? Je vais répondre à la première partie de la question où Tom a couvert déjà pas mal de sujets et je répondrai à la deuxième partie juste après.
Oui, la première question à se poser, déjà, c'est pourquoi. Pourquoi on n'avance pas ensemble? Il est hors de question de lâcher l'affaire si on n'a pas une raison en fait, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un decision maker? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du prix? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un aspect contractuel, juridique? C'est important de comprendre ça pour voir quelles vont être après les solutions qui vont nous permettre de soit contourner ce sujet-là, soit effectivement trouver une solution et répondre à cet enjeu-là. Pour répondre à la deuxième question du live, lorsque c'est un argumentaire de prix, ce qu'il va falloir comprendre, c'est se dire est-ce qu'on est bien déjà sur une proposition de valeur qui est ISO, savoir est-ce qu'on est vraiment à un périmètre ISO, est-ce qu'on répond aux mêmes enjeux, oui ou non. Et si c'est le cas, effectivement, on va avoir des moyens en interne effectivement de trouver peut-être un moyen d'entente sur le prix si possible, mais je pense que quand on est vraiment sur une objection du prix, il faut repartir quand même sur des éléments de valeur, quitte à revalider les points qu'on a pu valider en amont, et bien essayer de faire percevoir l'offre qu'on a, qui justifie finalement cet écart de prix, que ce soit par des moyens d'implémentation, des moyens techniques, ou tout simplement aussi parfois des fonctionnalités pures et dures du produit. Okay. Les moyens humains. Service client, bien souvent, nous, c'est un gros argument que l'on met en avant, le service client. Bien sûr. Tout à fait. Le suivi qui sont primordiaux. Justement, on va parler un peu des outils de mesure et de closing et des différents KPI. Par exemple, Benoît, toi, comment tu fais pour ton équipe New Business pour mesurer justement la performance de cette étape de vente qui est le closing? D'abord, est-ce que tu as des KPI? Si oui, lesquels? Alors, sur les KPI, sur le closing, ça va vraiment être le taux de transformation, tout simplement. Et après, c'est le win-loss ratio sur chacune des étapes, en fait. Ce n'est pas uniquement sur le closing, mais on va aussi regarder en amont. Sur chacune des étapes, on a vraiment des étapes qui sont clairement définies, avec négociation, closing, etc. Et donc, sur chaque étape, on va analyser le ratio. Après, un autre élément qui est important aussi de prendre en compte, c'est le cycle de vente. C'est à partir du moment où j'ai affecté une opportunité en fait, au sales, combien de temps en fait, il met pour le closer, combien de temps en fait, elle reste dans chaque étape du pipeline. Ça, c'est vraiment des points sur lesquels on analyse. C'est clair. Vous utilisez d'autres KPI en plus de ça? Je pense que Benoît a fait pas mal de tours. Je trouve que la durée du cycle de vente, c'est un indicateur qui est vraiment pertinent. Identifier effectivement aussi le taux de conversion et pour rentrer plus dans le détail, à quelle étape finalement du cycle de vente on se rend compte que ça coince le plus. Je suppose que c'est ce que vous devez identifier après pour travailler, avoir des axes d'amélioration pour vos équipes. Une métrique aussi qu'on mesure en interne à Aircall, c'est aussi le taux de churn, savoir un petit peu, c'est bien, on a peut-être validé une vente, mais pendant combien de temps notre client va rester, savoir si on fait effectivement de la vente propre ou effectivement de la vente où on est passé un petit peu au travers des mailles du filet. Je pense que ça peut être aussi un indicateur de performance et de vente de qualité finalement. Je pense que quelque chose qu'on peut regarder aussi, c'est les nombres des touch points. Combien des fois on a parlé pendant chaque étape, parce qu'effectivement, chaque relation commerciale va demander plus d'interactions ou moins d'interactions. Mais c'est vrai que si on analyse ça et qu'on se concentre sur celles qui ont eu beaucoup trop d'interactions, on peut se dire où est-ce qu'on doit optimiser ça. C'était pas nécessaire, c'était vraiment nécessaire. Et je trouve que même si c'est une analyse un peu plus micro, mais ça vaut le coup si par exemple c'est à répétition sur un commercial concret, de se dire comment on peut l'accompagner à ce moment-là pour réduire cette étape du cycle des ventes et se limiter à faire moins d'échanges, surtout si les collègues ils arrivent à faire moins. Donc je pense que c'est intéressant aussi de regarder ça, même si c'est un peu plus... Comparer les performances. Ça revient à comparer les performances, regarder le top performer, les top performers, comment ils font, combien de nombre de calls, combien d'emails en fait, voir le ratio, la fréquence. Et ça aide beaucoup. Un sujet pour prochaine newsletter Ride-Up sur le ratio aussi de pourcentage en fait de temps de parole prospect versus sales sur le closing. C'est une super idée, je ne manquerai pas d'en parler à mon collègue Cyprien pour qu'il bosse dessus, carrément. En termes de méthodologie et de formation, est-ce que vous mettez les choses en place justement pour travailler ce sujet très spécifique, autrement que Mojo, même si tu as compris, il est très utilisé, justement, pour monter en compétence sur le closing? Est-ce que c'est plutôt du mimétisme? Est-ce que c'est plutôt des techniques hard skills, soft skills? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place si vous aviez vraiment le champ libre dans chacune de vos boîtes respectives? Moi je pense que j'ai une petite idée.
En fait, je pense déjà on est tous dans des univers ultra concurrentiels. Par exemple, si on prend Celsi, il y a des mastodontes américains, c'est pareil pour nous, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rare de tomber sur des prospects qui prennent des décisions 100% rationnelles basées sur feature par feature, etc. Et en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la qualité du closing du sales. Et pour ça, il y a des personnes comme Bastien, par exemple, qui sont hyper claires, compréhensives, pertinentes, percutantes, enthousiastes, souriantes. Et en fait, c'est une accumulation de tous ces soft skills-là. Et en plus, bien sûr, de bien connaître sa solution, de bien la pitcher, qui font qu'à la fin, on y arrive. Et ça passe par observer ses pairs qui sont meilleurs que nous, s'inspirer d'eux, demander de l'aide à ses managers. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour closer, c'est du travail et c'est essayer de se remettre en question un peu au quotidien pour arriver à cette finalité qui est en réalité hyper dure, je trouve. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a validé tous les pas en amont, c'est à chacun aussi de trouver sa formule parce qu'il faut qu'on soit à l'aise, il ne faut pas que ce soit quelque chose des pas naturels, qu'on force en 2-3 phrases. Donc, il y a pas mal de formules miracles qui peuvent marcher, mais pas avec tout le monde. Donc, il faut que chacun trouve un peu sa petite place et comment l'amener. Parce que si on n'est pas à l'aise, ça se voit tout de suite. Et ça peut devenir un peu violent, même pour nous, pour la personne en face. Donc, c'est sûr, il y a des recettes, mais il faut que chacun s'approprie de sa façon de faire. Il faut conjuguer avec l'existant. Ouais. Un autre élément, c'est aussi le partage, encore une fois, c'est le partage d'expérience. Chaque mois, chez Celsi, on organise les sales. Chaque sales, en fait, doit présenter un REX, un atelier REX. C'est-à-dire qu'il va présenter un closing. Enfin, ce n'est pas forcément sur le closing, ça peut être vraiment sur le deal complet, mais va présenter une vente, ce à quoi il a dû faire face, que ce soit problématique ou un closing parfait, etc. Donc voilà, peut-être faire appel aussi à d'autres ressources, comme on disait, appel au marketing, appel à la technique, appel à des experts de compta, parce qu'on est aussi confronté aussi à de la comptabilité. Donc voilà, c'est partage d'expérience, ça en groupe sur les accounts exécutives. Et ensuite, on a aussi mis en place une top performer, et on a dédié 20% de son temps, du coup, à du coaching, et donc via Mojo, du coup, à de la réécoute en binôme de phase de closing, ou ça peut être aussi phase de découverte, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on a mis en place chez Celsi pour vraiment de la formation continue des équipes. Et surtout les roleplays. Les roleplays, que ce soit en live ou à distance, je pense que c'est très important pour identifier des points d'amélioration pour des personnes en concret. Et je trouve que ça donne des très bons résultats. Je trouve que c'est des très bons exercices que vous avez mis en place chez Celsi et chez YouSign parce que Mojo permet effectivement de faire énormément de choses sur de la réécoute vocale, mais de le faire en équipe, c'est important de le faire soi-même, d'avoir un regard critique aussi sur sa performance. On va voir des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne va pas voir. Et quand on le fait en équipe, qu'on présente un petit peu cet enregistrement d'appel, de visio ou peu importe, on va avoir le regard des autres. Et ils vont nous alimenter. Ils vont peut-être nous partager, eux, leur best practice sur cette partie-là, quand nous, on va leur le faire sur d'autres parties du call. Et comme tu le disais très bien, Fanny, c'est important quand on veut construire son personnage en tant que sales, de effectivement suivre un cadre qui va être posé, de la méthodologie qu'on va devoir appliquer, mais aussi d'être à l'aise avec ce qu'on doit dire, avec qui on veut être et comment on veut se faire percevoir auprès de notre client. Voilà, est-ce qu'on veut passer pour un expert métier? Est-ce qu'on veut passer effectivement pour un beau parleur? Il y a plein de profils possibles. Mais le tout, c'est vraiment d'être à l'aise parce que si ça sonne faux, le client va le voir et forcément, ça va mettre des contraintes après sur les étapes de closing. On comprend là, en vous écoutant que contrairement aux différents talks et podcasts qu'on a pu faire sur la partie négociation, découverte de besoins, qui sont en fait des étapes qui sont extrêmement techniques d'un point de vue commercial, cette étape de closing, elle est beaucoup plus dans l'intuitu personnel. Elle est beaucoup plus dans la personnalité du sales. Et pour en revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir une certaine personnalité pour closer? Finalement, ce que j'entends, c'est qu'il faut savoir le faire avec unicité, avec fluidité. On passe d'une étape de négociation où c'est un jeu de ping-pong, un peu de dualité, t'attends quoi, tu veux une réduction de prix, etc. Où tout d'un coup, naturellement, il faut que ça soit fluide, on se met d'accord et tout d'un coup, en fait, d'un point de vue très symbolique, on se serre la main et on va travailler tout d'un coup ensemble. Pas si évident que ça, puisque ça, en fait, c'est une question aussi de maturité business. Est-ce que ça résume un peu votre pensée?
Pas totalement, je vois pas totalement Non, il faut quand même le provoquer. Il faut être quand même assez incisif et le provoquer parce que que ça vienne naturellement, finalement, c'est l'erreur que je citais tout à l'heure, c'est trop attendre. Faut pas être Et donc, attentif, du coup, on est il faut d'accord. quand même être incisif D'accord. et amorcer amorcer le closing. Mais après, oui, une fois que c'est amorcé, Oui, ça effectivement. devient Une fois qu'on est naturel. là, Exactement. mais je trouve que moi, par exemple, personnellement, et c'est quelque chose que j'ai appris de ma carrière et que j'adore mettre en pratique, j'aime bien être très punchy. Je ne veux pas dire sharp, mais j'aime bien rentrer un peu dedans. J'utilise l'humour, c'est ma technique personnelle. Il y a aussi l'accent qui m'a permis de faire pas mal de choses parce qu'on a toujours des discussions à avoir, des liens à créer. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup l'humour. Et avec l'humour, on peut faire passer pas mal de messages. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'aller rentrer un peu dedans. Donc, j'encourage à tout le monde à trouver un peu sa façon de faire. Comme tu dis, une fois qu'on valide, il faut quand même pousser un petit peu, mais on peut aller plus loin, moins loin en fonction de comment on se sent. Et moi, personnellement, quand je vois ça, quand je vois un closing qui est... Bam moi, j'adore voir ça. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas être à l'aise. Et aussi, il y a quelque chose qui joue un rôle très important, c'est que l'intérêt du prospect, s'il est très fort, un closing vient tout seul. Donc au final, on n'a pas besoin de... Mais ça dépend. Il y a quand même la client. technique de passer de questions ouvertes à questions fermées. Là, c'est quand même une technique pour le closing. Moi, je crois que j'aurais un dernier truc à rajouter. C'est au final, on est entre humains et il faut juste être soi-même, être rassurant. Et il ne faut jamais oublier qu'on a un humain en fait en face de nous et que c'est pas toujours 100% rationnel et que c'est en discutant qu'on trouve des solutions. Des fois, il faut juste le remettre. Je trouve, on peut simplifier les choses, quoi, entre guillemets. Et quand on part du principe par exemple, pour parler d'égal à égal, c'était hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je me dis toujours, c'était assez impressionnant, par exemple, pour moi au début, de parler aux VP Sales des plus belles startups françaises, sachant que je suis hyper jeune. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ils ont dû être comme moi à un moment. Et en fait, c'est juste des humains. Et si je fais bien mon travail, normalement, tout devrait bien se passer. Et en fait, quand on le résume à ça, en général, ça se passe assez bien, quoi. Et j'ai rajouté Tu te quelque prends chose. pour Bill Gates. Hein, C'est vrai. Non, j'ai envie que les gens se prennent pour Bill Gates, mais moi, j'essaie d'avoir les pieds sur En terre. toute humilité, bien évidemment. Mais bien envoyé. Super bien envoyé. Je rajouterais juste aussi c'est vrai que bon, c'est traité d'égal à égal aussi, c'est très important. Mais il y a quelque chose que des fois on oublie et c'est basique. Quand on croit au produit qu'on vend Évidemment. et quand on est convaincu, quand on est motivé, ça se sent dans toutes les étapes, même au closing. Et si la personne en face, on vient avec toute notre personnalité pour arriver à avoir une signature, un paiement ou autre, et on est toujours passionné parce qu'on est en train de lui proposer, c'est quelque chose qui se transmet aussi. Je pense que c'est un mood dans l'ambiance. Je suis beaucoup dans la psychologie, mais je pense que c'est très important de garder cette illusion de vendre. Et des fois, on devient un peu mécanique quand on enchaîne des rendez-vous. Et il faut garder en tête que chaque rendez-vous, c'est une nouvelle histoire. Et on ne peut pas perdre l'essence de ce qu'on a derrière nous, tous les potentiels qu'on est en train d'introduire. Ouais, on a la chance en plus d'être dans un domaine où, surtout nos personas sont des fondateurs, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Je vois les acomptes exécutifs sur le papier. Je dis finalement, c'est faire des démonstrations et signer. Ça n'envoie pas du rêve. Alors que pourtant, en fait, c'est tellement riche parce qu'on comprend les business models. Vraiment, c'est très très riche de se nourrir aussi des autres là-dessus. Et on apprend vraiment beaucoup. Eh bien, écoutez, on va conclure, je pense, sur ces beaux propos. Non pas que j'aimerais pas continuer cet échange, bien au contraire. Je pense qu'on a encore énormément de choses à dire et j'ai encore beaucoup de sujets sur lesquels je voulais vous interroger et taquiner. Néanmoins, ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote ensemble. Hein. On a l'impression que ça fait 10 minutes. C'est toujours effectivement le cas lors de nos live talks. J'aimerais conclure par quelque chose qu'on dit souvent chez Dreamcatcher Sales, parce que si on prend un peu de recul, on se met dans la posture du décisionnaire, du signataire, in fine, pour le prospect, avant qu'il implémente le produit, d'un point de vue prospect, on vend à peu près tous la même chose, à peu près à la même offre de produits et services, à peu près la même offre de qualité de produits et services, à peu près au même prix, ou sinon on s'aligne.
Et donc, qu'est-ce qui fait que le prospect se dit, lorsqu'il est en COMEX avec ses ou en collaborateurs, de passer par une boîte plutôt que par une autre? Et ben, c'est aux alentours de 30 à 50% à vue de pif. C'est la volonté de vouloir travailler avec le sales qui va incarner finalement le produit. Et c'est sur ça que moi j'aimerais conclure, c'est de dire effectivement aujourd'hui, on gagne en puissance sur nos équipes commerciales en travaillant en soft selling et en consultative selling, mais on a compris aujourd'hui que pour une grande partie, il faut compléter ces techniques de vente par le personal selling, parce que le décisionnaire achète à la fois le problème auquel résout votre offre de produits et services, mais il achète aussi le sales qui a été en capacité effectivement de comprendre ces problématiques et sur lequel il peut projeter un vrai suivi, un vrai accompagnement en cas de problème lors de l'implémentation du produit. Et sinon, sans ça, il n'y aurait pas de top performer. Tous les sales vendraient de la même quantité effectivement d'offres de produits et services parce que la qualité du produit serait similaire pour tous. Donc le rôle du sales, de sa personnalité, de comment il incarne le produit est extrêmement important. Voilà, et bien écoutez, cette fois-ci, c'est moi qui vais conclure sur ce beau conseil. J'ai été vraiment ravi et je vous dis un très grand merci d'être venu sur notre plateau de We Are Sales. Merci à nos auditeurs, téléspectateurs qui sont aujourd'hui toujours plus nombreux à nous suivre et à se passionner par ce plus beau métier du monde qui est celui de sales, de remettre l'humain au cœur du business. N'oubliez pas de vous abonner au média We Are Sales, qui est un média qui est dédié justement à la performance et à l'excellence des équipes commerciales. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Stéphane Boucris et sa société Excelsior qui nous accueillent aujourd'hui dans ses bureaux. C'est des spécialistes effectivement de la transformation digitale des entreprises, notamment sur des sujets de métaverse et de recrutement de profils très tech, très pointus. Nous, on les adore aussi. Bien évidemment, je remercie les équipes commerciales de Mojo, Tristan Hocher, Celsi, Floriane Morier, Youssine, Anthony Askin, excusez-moi, je ne connais pas tous vos prénoms par cœur, Aircall, Rémi Tichou et Sarah Wally, et bien évidemment mon équipe de chez DCS, Vincent Taille, Pierre Guillarme et notre superbe CHO Juliette Tabernier qui prend aussi bien soin de nous. On a été plus d'une vingtaine à travailler sur l'organisation de cet événement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment ensemble. Je pense que ça a été très instructif et j'espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Merci à vous et merci à notre régie.